Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All-in PL et on va débriefer ensemble quelques matchs de cette 23e journée de PL, notamment le match que je débriefe en retard qui s'est déroulé hier entre Bournemouth et Liverpool et deux des rencontres qui viennent de se dérouler à 15h, tout simplement Crystal Palace, Chelsea et Newcastle, Aston Villa. Petite intro et c'est parti. Pense toujours à lâcher ton triplé, like, commentaire, abonnement, ça aide énormément la chaîne. Et donc on va revenir sur ce match en retard entre Bournemouth et Liverpool pour nous. Déjà, défaite des Reds. Waouh, j'ai été étonné face à un Bournemouth qui était 15e au moment de ce match-là. Tu as les possibilités de t'imposer dans ce top 4 malgré une grosse partie de saison mauvaise. Tu étais sur 5 matchs sans défaite. Alors oui, beaucoup de matchs nuls. Mais voilà, tu ne perdais plus ces derniers temps. Et là, tu te fais surprendre. Déjà, l'entame de match est très mauvaise de la part des Reds. Deux grossières erreurs de Van Dijk, la blessure de Joe Gomez avec l'absence de Konaté. Tu es obligé de faire entrer Endo. Enfin, tout est un cafouillage du côté de Liverpool. En plus, on entend parler d'un Robertson qui partirait peut-être vers Tottenham. Bref, tout se déroule mal du côté de Liverpool. Là, c'est vraiment l'hécatombe. En plus, tu n'as pas pu signer Semenyo, tu n'as pas pu signer Guéhi. Tu te retrouves vraiment avec un effectif remanié. Isaac toujours blessé, Salah de retour de Cannes qui est vraiment pas bon, et un Van Dijk, le patron de la défense, qui fait de grossières erreurs. Donc les deux premiers buts de Evan Neeson et de Jiménez, ils arrivent vraiment sur des erreurs de Van Dijk. T'es à la 30e minute, t'es déjà dominé 2-0 par Bournemouth. Que dire le soi-disant contrôle de Van Dijk loupé qui permet la récupération de, je sais plus qui c'est à droite, je me demande, c'est pas Jiménez justement qui la transmet après Evan Neeson. Bon, elle est grossière, il a dit que c'était la faute du vent, je crois, en interview d'après-match. Enfin, ça a été catastrophique de sa part. Rare quand même de voir Van Dijk aussi perdu dans une rencontre. Alisson n'a quasiment rien pu faire sur ce match-là. Offensivement, Gakpo c'était mauvais, Ekitike c'était mauvais, Salah c'était mauvais. Donc, franchement, waouh, dur. Van Dijk réussit quand même un petit peu à redresser la barre en allant marquer ce but de la tête sur corner, suivi de Szoboszlai qui égalise sur coup franc. Donc, qu'on ne parle plus du corner FC ou des coups de pied arrêtés parce que tous les clubs le font de façon excessive en première ligue. Et là, Szoboszlai qui a encore marqué un coup franc, il est magnifique. Lui, les coups francs cette année, c'est un délire. Mais ouais, tu reprends un peu le lead. Vraiment, en gros, Bournemouth a marqué sur ses temps forts. Les temps faibles de Liverpool n'ont pas réussi à être gérés de leur part. Chaque temps faible qu'ils ont eu leur a coûté un but. C'était impressionnant en fait. Ils ont entre guillemets, pas dominé, mais ils ont eu la possession de la balle majoritairement. Les occasions étaient plus pour eux, mais ils n'en faisaient rien. À côté de ça, dès qu'ils avaient un temps faible, dès que Bournemouth pouvait reposer le pied sur le ballon ou avoir des contre explosifs, boum, ils se prenaient un but. Et ça n'a pas loupé. Dans les dernières minutes, tu le sens venir ce dernier but. Vraiment, c'est affligeant de la part de Liverpool. Se prendre un but comme ça, la dernière minute, 95e. Alors ton début de saison, tu l'avais... donné sur les temps additionnels, t'avais pas arrêté de revenir au score dans les dernières minutes et tout, et j'ai l'impression que depuis tu le payes quoi. 5 matchs d'affilée, 5 victoires à chaque fois avec des buts venus dans les dernières minutes, tu le payes cash. Et là en ce moment, c'est tout l'inverse. Et c'est triste pour Liverpool. Honnêtement, Slot, à mon avis, devrait pas rester. D'après ce que j'ai vu, le board lui continuait à lui faire confiance, mais là, c'est plus possible. Enfin, ce qu'il montre, c'est catastrophique. L'entrée d'Mgomoa, elle est excellente. Dommage que le jeune, il n'ait pas le vice de plonger dans la surface, parce qu'à un moment, il se prend un taquet sur le côté quand il passe son vis-à-vis. Il aurait dû chuter, parce que c'est pénalty quasiment assuré, mais il reste sur ses pieds, il continue à poursuivre son action, et c'est dommage pour Liverpool, parce que le gain d'un pénalty à ce moment-là, t'aurais tout simplement sécurisé la victoire. Donc voilà, très très dommage. Malgré la perte de Semenyo, Bournemouth se gère. Voilà, toujours compliqué d'aller gagner au Vitality Stadium. Et c'est une grosse victoire pour eux, qui leur permettent de s'éloigner un petit peu plus du fond de tableau. Et bien joué à eux. Et Liverpool, encore une fois, plonge un petit peu plus dans la crise. Donc match qui vient de se conclure entre Chelsea et Crystal Palace, ou plutôt Crystal Palace et Chelsea, c'était à Selhurst Park. Crystal Palace qui a du mal à gagner à domicile, ils ont fait je crois que 2 victoires cette saison sur 11 rencontres, donc vraiment pas un gros ratio, ils gagnent plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Et jusqu'à maintenant, seul Mateta, je crois, cette saison, ou depuis septembre, avait marqué à Selhurst Park. Donc
Grosse Mateta dépendance du côté de Crystal Palace. Tu commences bien le match. Franchement, j'ai trouvé dans l'impact Crystal Palace beaucoup plus intéressant que Chelsea. On a senti un Chelsea prudent qui avait du mal au début à se trouver, à émettre un pressing collectif. Voilà, c'était des petites individualités et tout, pardon. Et du côté de Crystal Palace, par contre, le pressing était vraiment uniforme, que ce soit Ismail Assar, Mateta, vraiment ça pressait haut. Et la première grosse occasion de ce match arrive justement avec une récupération sur, je crois c'est Choupo-Moting ou Chaloba, je sais plus, Ismail Assar récupère le ballon très haut, Mateta récupère ça juste derrière, arrive en 1 contre 1 face à Robert Sanchez et loupe complètement sa frappe, clairement elle est écrasée. Sanchez fait un très bel arrêt, hein, du pied et tout, c'est pas mal, mais Mateta aurait dû beaucoup plus et beaucoup mieux gérer ce face-à-face. C'est dommageable parce que ça peut être totalement un tournant de cette rencontre-là, ça aurait donné l'avantage à Crystal Palace et le momentum aurait complètement changé. Mais du coup, Chelsea reste dans cette rencontre-là et il suffit d'une petite erreur du jeune français, j'ai oublié son nom, Canvo. Voilà, Canvo qui transmet 19 ans, il vient d'arriver avec l'absence de Gueye et tout, donc il vient d'arriver. Canvo qui transmet en retrait, qui loupe complètement sa frappe, ça passe, Estevao récupère. Magnifique course, toujours loin de son défenseur, il réussit à s'en défaire en permanence, il amène le ballon sur le côté et il crucifie complètement Henderson. Et 1-0 pour Chelsea à la mi-temps, pas forcément mérité vis-à-vis du jeu proposé, mais très, très beau but de sa part. Franchement, il a été hyper intelligent dans son placement, dans la récupération de balles, dans la façon dont il la porte et sa frappe également croisée un petit peu, qui complètement bat le gardien. Tu rentres à 1-0 avec un Crystal Palace qui a été plutôt dominant, qui a eu les grosses occasions en majorité sur cette mi-temps-là, qui peut rentrer avec beaucoup de regrets. Et tu te dis, bon, peut-être qu'ils vont se réveiller sur la deuxième période. Donc, non. Non, clairement, Chelsea prend le lead de cette deuxième période, domine complètement les débats. T'as des joueurs qui sous-performent, hein. Adam Wharton vraiment fait pas une bonne rencontre du côté de Crystal Palace. Et à côté de ça, au fur et à mesure, les offensifs du côté de Chelsea se réveillent. Notamment Joao Pedro qui avait déjà été dangereux sur plusieurs occasions, qui avait fait des bonnes transmissions du côté d'Estevao et tout. Se crée un but quasiment tout seul, avec une belle feinte. Enfin, c'est une passe d'Estevao, il efface complètement, justement, à nouveau le jeune Canvo, avec une feinte de frappe, conclut parfaitement, premier poteau, c'est un très beau but. 2-0 pour Chelsea, ça part bien. Chelsea continue à dominer, gagne un penalty sur une faute de main. C'est pas Canvo à nouveau? Non, c'est peut-être la Croix. Je sais plus, c'est un des deux. Et alors, il y a totalement main, on est d'accord. Effectivement, elle est pas du tout volontaire, mais la balle allait en direction du but, donc tu ne peux pas ne pas mettre penalty, même si ça touche la hanche avant. Je crois qu'en plus, ils en parlaient, j'étais pas au courant de ça, mais la règle comme quoi, si la balle touchait avant une autre partie du corps et après la main, ça ne changeait rien, la main serait toujours comptabilisée, ça je savais pas, c'est nouveau. Et du coup, donc ça donne penalty pour Chelsea, très bien transformé par Enzo Fernandez, franchement, à ras du sol, très fort, le gardien n'a même pas bougé. Donc très belle frappe d'Enzo Fernandez. Adam Wharton se prend un deuxième carton jaune, sort à la 70e, un truc comme ça, d'un carton rouge du coup, abandonne ses coéquipiers, qui malgré tout, sur la fin de rencontre, réussissent à vraiment remonter, à vraiment imposer un peu plus leur rythme, à marquer. Donc avec Chris Richards, qui marque l'un des premiers à marquer en dehors de Mateta à Sellers Park. Donc but un peu cafouillage de la tête dans la surface, voilà, un peu galère. Très bonne opération pour Chelsea, qui du coup monte dans le top 4 en attendant la rencontre à Arsenal face à Manchester United. C'est une victoire qui va leur faire du bien. Malgré, voilà, j'avais trouvé vraiment sur le début de match, pas forcément une rencontre maîtrisée. T'as eu quand même un super Estevao, franchement, la titularisation de Estevao a été très bonne, même de Joao Pedro à la place de Delap. Alors je sais pas si Delap est blessé encore une fois, parce que lui est tout le temps blessé, mais en tout cas, la première de Rosenior, enfin, les premières rencontres de Rosenior sont pas mauvaises, honnêtement, il se débrouille plutôt bien, on verra ce que ça va donner dans le futur, mais le replacement également de Reece James sur l'aile droite, l'arrivée de Santos au milieu de terrain, ça redonne beaucoup d'équilibre à cette équipe, qui joue mieux. Voilà, franchement, qui joue mieux, c'est plutôt agréable à voir, c'est toujours aussi dynamique. Il y a toujours Enzo Fernandez qui m'insupporte, mais sinon, sinon c'était une bonne rencontre. Et donc, très belle victoire de Chelsea. Actuellement, ils sont du coup, je crois ils sont 4e, hein, si je dis pas de bêtises, je vais regarder quand même le classement. Ouais, ils sont 4e, donc à 37 points, 1 point devant Manchester United, donc en attendant la rencontre face à Arsenal, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, elle commence là. Et à côté de ça, il y avait la rencontre entre Newcastle et Aston Villa. Rencontre un peu de boucher.
Joe Linton a fait carton sur carton sur carton. Franchement, il aurait mérité de sortir. C'est un boucher, ce mec. L'absence de Guimaraes s'est quand même fait ressentir du côté de Newcastle. C'était très dur pour eux. Je crois qu'il y a... Il y a pas quelqu'un... Non, Tonali se blesse pas. Non, mais Tonali, à un moment, on a cru qu'il se blessait, qu'il aurait pu louper la rencontre face au Paris Saint-Germain. Ce ne sera normalement pas le cas. Mais Aston Villa remporte cette rencontre. D'ailleurs, c'était mené d'une main de maître. Hein. Honnêtement, Aston Villa, actuellement deuxième... Non, égalité de points avec Manchester City, troisième, qui continue à monter. T'as fait une plutôt bonne rencontre. T'as été, je pense, beaucoup plus dangereux que Newcastle, même si Oli Watkins a fait énormément de loupés. Franchement, je ne l'ai pas trouvé bon sur cette rencontre. Il a été plutôt moyen, même s'il marque son but en deuxième mi-temps. Il n'a pas été excellent sur cette rencontre-là. Mais le but de Buendia, incroyable. Genre, son but, il est magnifique. Voilà, très belle victoire d'Aston Villa, 2-0, qui conforte un petit peu sa position, qui se rapproche de plus en plus de valider ces places européennes pour la Ligue des Champions. Donc, c'est très bien parti pour Aston Villa, qui fait plutôt une super bonne saison. On s'attendait peut-être pas à les voir aussi haut dans le classement, et je pense que ça va leur faire du bien aux Villains. J'ai regardé ce match en double écran, donc j'ai pas tout le contexte du match, mais ce que j'ai vu, voilà, c'est quand même clairement dans le jeu une domination de Aston Villa. Rodgers, toujours très bon. Rodgers, j'adore ce joueur. Franchement, je voulais le voir du côté d'Arsenal, mais ouais, non, le combat Onana, Joe Linton, toute la rencontre, il a été très bon. Buendia, il a été très bon. Oli Watkins, il a été mauvais. mais sinon, ouais, rencontre quand même intéressante à regarder, même si c'était pas ma rencontre principale. En attendant, on attend le match Arsenal-Manchester United, qui j'espère va se conclure de la meilleure des manières. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Salut mes cracks.